Je suis très content de vous voir si nombreux ce soir dans cette salle qui fête ses 10 ans. Vous êtes, pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas l'endroit, vous êtes dans le vaisseau amiral de la saison culturelle de l'agglomération de Saint-Dizier. Ça s'appelle donc les Fuseaux. Cette saison culturelle, elle peut aussi s'appuyer sur deux autres salles, une située au centre-ville de Saint-Dizier et une autre à Vassy. Et elle nous permet de concocter année après année une saison culturelle qui est vraiment très intéressante. Pour celles et ceux qui ne la connaîtraient pas, je vous invite à demander le catalogue en sortant et puis surtout retrouver le chemin de Saint-Dizier quand vous aurez trouvé un spectacle qui sera à votre goût dans les semaines ou les mois à venir. Cette salle donc a 10 ans et c'est la 10e fois que nous accueillons ici la grande conférence du Festival de Montier-en-Der. Cet événement est co-construit par l'AFPAN, l'association qui a fondé il y a 28 ans maintenant le Festival de Montier, et puis son partenaire historique pour la grande conférence, c'est-à-dire la Maïf, dont le représentant joue le satellite autour de ma personne. Un grand merci à l'AFPAN et à la Maïf de faire confiance à l'agglomération de Saint-Dizier et à la ville pour cet événement, ce moment un peu phare dans la vie du festival. On est très content de vous accueillir année après année et j'en profite d'avoir le micro pour vous dire que si le cœur vous en dit, 2025, eh bien cette salle, vous êtes de nouveau ouverte et ça sera avec plaisir que l'on vous accueillera sur une conférence qui reste à construire, je pense. Je voudrais souligner le rôle particulièrement engagé de la Maïf pour le territoire et en faveur de l'environnement, puisque c'est la 3e fois cette année que la Maïf nous accompagne sur un événement à caractère environnemental. Par exemple, au mois de mai, ici même, nous avions accueilli le chef papou Kipanga, qui, avec son ami Marc Dosier, sillonne l'Europe pour informer le public des efforts qui sont faits en Papouasie-Nouvelle-Guinée sur la préservation de la forêt primaire. Eh bien, la Maïf nous a aidés ici et encore une fois au début de la rentrée scolaire. Merci beaucoup pour votre engagement et j'espère que l'on continuera à travailler ensemble pour faire de la médiation autour de ces enjeux environnementaux qui sont tout à fait centraux, comme vous le savez tous et toutes. En 2014, on avait eu l'occasion de remplir pour la première fois cette salle. Il y avait 1032 personnes qui étaient là. On venait d'ouvrir les portes et on ne s'attendait pas à ce que la grande conférence puisse accueillir autant de monde. Je ne sais pas si certains étaient ici. Vous vous en souviendrez sûrement avec émotion, puisque c'est le professeur Yves Coppens qui était là et qui malheureusement nous a quittés il y a maintenant 2 ans. Alors le 3e samedi du mois de novembre, depuis 10 ans, la tradition commence à s'ancrer. Cette salle accueille donc une conférence de haut vol dans le cadre du festival. Et cette année ne fait pas exception à la règle, puisque nous accueillons donc 3 personnes. Gilles Boeuf, que vous connaissez sûrement, je pense que vous allez présenter les conférenciers. Donc Gilles Boeuf, Marc Mortelmans, qui est journaliste et qui fait de très bons podcasts que vous pouvez trouver sur France Culture. Et puis également donc Alexis Rosenfeld. Je ne connais pas la thématique qui sera abordée en 2025, mais encore une fois, j'espère vivement qu'elle se tiendra dans cette salle à nouveau et que vous serez encore plus nombreux que cette année. Bonne conférence. Merci. Alors, bonsoir. J'allais vous parler beaucoup de la Maïf, mais il en a parlé énormément, donc c'est très bien. Je me présente, je m'appelle Alain Garot, je suis référent de pôle départemental de la Maïf. Pourquoi la Maïf est là? Parce qu'en fait, elle finance chaque année des projets pour préserver et régénérer la biodiversité. Chaque année, elle prend 10% de ses bénéfices annuels. Et l'année dernière, par exemple, ça a représenté plus de 8 millions d'euros pour financer des projets donc pour préserver la biodiversité en ville, pour préserver les écosystèmes marins et côtiers, pour la restauration des continuités écologiques, pour la restauration des zones humides et des cours d'eau, et puis aussi pour aider à la transition agricole et forestière. Mais ce soir, donc, on est à cette belle conférence, Migration du vivant, donc Alexis Rosenfeld, plongeur professionnel, photographe, explorateur, Gilles Boeuf, biologiste, océanographe, spécialiste de la physiologie environnementale et de la biodiversité. Et donc Marc Mortelmans, pour ceux qui étaient là la dernière, la salle était pleine aussi.
pour la conférence sur les loups. C'est lui qui animera donc la table ronde. Et donc, il est journaliste. Et comme a dit Franck, il fait des podcasts pour France Culture et pour Baleine sous Gravillon. On est content d'avoir le sous-préfet de Saint-Dizier et le sous-préfet de Langres ce soir. Et aussi d'avoir 2 administratrices nationales de la Maïf, Nadina et Virginie Ferrer-Pellissier, qui nous font le plaisir d'être présents. Passez une très belle conférence et profitez bien. Ravi de te retrouver, Alexis. Bonsoir à tous. Merci d'être là ce soir. Tu es avec Gilles, un des parrains de l'édition de ce Montier 2024. Peut-être avant que tu nous passes quelques-unes de tes images préférées, peut-être revenir un peu quand même, te présenter, revenir un peu sur qui tu es. Tu es quelqu'un dont l'élément est l'eau. Tu as commencé tes premières plongées bouteilles, j'imagine, à quel âge ? J'ai commencé les premières plongées bouteilles tout seul, j'avais l'âge de 8 ans. Et en fait, il y avait une piscine où j'étais en vacances. Et au bord de la piscine, il y avait des bouteilles qui traînaient. On avait vu les gens faire ça. Et évidemment, on avait vu, comme vous l'avez pour beaucoup déjà vu à la télé, le commandant Cousteau plonger avec ses bouteilles. Et on se dit, bon, c'est pas compliqué. S'il le fait, on va prendre les bouteilles et on va se les... Sauf qu'elles étaient très lourdes et on n'a pas pu les mettre sur le dos. On les a pris à bras devant et on marchait sur le fond de la piscine. Ils n'avaient pas laissé les masques. Et on marchait au fond de la piscine avec des bouteilles à bras, sans masque. Je vous jure, c'est vrai. Hein. À la frontière on s'est pris une branlée derrière. Alexis, pardon, polisson quand même. Tu as été un des plus... cette passion ne t'a pas quitté. Tu es devenu un des plus jeunes moniteurs de plongée bouteille à l'époque. Je sais pas, tu devais avoir moins de 18 ans. Oui, c'est ça. En fait, l'idée pour moi, c'était vraiment... mais dès cette première plongée à l'âge de 8 ans, je me suis dit, c'est un truc extraordinaire. En plus, on ne parle pas. Personne ne peut te dire, tu n'as pas fait tes devoirs ou je ne sais pas quoi. Donc, je me suis dit, c'est peut-être là où je devrais aller pour être tranquille. Et effectivement, ça a été vraiment le cap que j'ai pris à cet âge-là pour en faire mon métier, pour devenir d'abord moniteur de plongée. Et j'ai eu la chance, par de bonnes rencontres, en fait, de passer ce monitorat de plongée. J'avais 17 ans. Et j'étais pas majeur, donc j'avais le droit de passer le monitorat, mais j'avais pas le droit d'enseigner parce que légalement c'était compliqué d'un point de vue de la responsabilité civile. Et on sait de quoi on parle ici avec la Maïf. C'est là que nos parcours se croisent un peu, parce que moi j'ai travaillé 5 ans comme prof de plongée, j'ai 5000 plongées au compteur. Alors attention, moi j'étais dans ce qu'on appelle la plongée amateur, la plongée loisir. Et toi tu as bossé ensuite à la Comex, et donc tu étais un plongeur pro. Et en gros, oui, c'est une autre. Il y a 2 variantes en fait. Il y a la variante plongée loisir pour apprendre et se balader sous l'eau et enseigner ou faire de l'exploration. Puis il y a une autre plongée qui est beaucoup plus engagée, beaucoup plus technique, qui utilise d'autres équipements, des gros casques comme vous l'avez vu dans Tintin, mais c'est vraiment des casques qui existent et qui existaient et qui ont eu des versions beaucoup plus modernes, mais qui est exactement sur le même principe du débit constant. Et des gaz qui nous permettent toujours d'ailleurs d'aller très profond, parce qu'à partir d'une certaine profondeur, il est impossible de respirer de l'air. On est obligé de rajouter de l'hélium, d'enlever de l'oxygène parce qu'il y en a trop, d'enlever de l'azote parce qu'il y a cette fameuse ivresse des profondeurs dont vous avez tous entendu parler. Donc la plongée, c'est très technique, et c'est encore plus technique quand c'est professionnel et qu'il faut aller à plusieurs centaines de mètres. Et la Comex, qui est une compagnie extraordinaire, qui était dirigée par Henri Delauze, un ingénieur qui avait monté cette boîte et qui était passionné par cette exploration et cette technologie. On a fait la plus grande compagnie de plongée au monde. La Comex, c'est ceux qui construisent les plateformes offshore, c'est ceux qui posent des câbles au fond des océans, enfin c'est un autre niveau. Oui, qui ont inventé les sous-marins, qui ont inventé les tourelles pour descendre, c'est eux qui ont été forés l'Erika, qui ont remonté le pétrole du Tagno, qui ont eu quand même des heures de gloire assez exceptionnelles. En parlant d'heures de gloire, cher Alexis, ta vie prend un tournant en 94. Tu bosses à ce moment-là, tu deviens, dans l'intervalle, on va quand même un peu faire des... Il y a un écart entre les deux. On va quand même passer vite là-dessus, mais tu deviens après... On ne peut pas travailler longtemps comme plongeur pro, c'est ça que je voulais dire. C'est que même dans la plongée de loisir, on ne peut pas faire ça plus de 5-10 ans sans avoir de gros problèmes de santé. La plongée pro, c'est encore pire. Et donc, tu es devenu... tu as fait des photos sous-marines, tu as été remarqué, tu as commencé à bosser pour Paris Match, pour Le Figaro, etc. Et en 94...
tu es amené à travailler avec le commandant Cousteau. C'est une transformation d'un rêve en réalité, comme la plongée. Et en 94, il y avait, je suivais de loin, mais avec attention, les épopées, les odyssées du commandant Cousteau, et c'est le rêve, mais pour tous les plongeurs, hein, le rêve c'était de partir chez Cousteau, d'embarquer sur Calypso, sur Alcyone. Et donc moi je les harcelais de lettres, je mettais des timbres à l'époque. Comme quoi ça marche de harceler? Ouais, il faut être persévérant et audacieux. Et j'ai eu le bon coup de fil au bon moment, qui était un lien entre le Figaro Magazine et l'équipe de Cousteau. Ils m'ont fait rencontrer Cousteau. Alors là, c'était vraiment super impressionnant. Et c'était l'homme du monde du silence, l'homme de la palme d'or à Cannes. Et j'ai embarqué. Et de l'Oscar du meilleur doc en 57. Ah ouais, moi je savais même pas, tu vois. Pour le monde du silence. Et j'ai embarqué à bord d'Alcyone et ça a duré, j'ai eu quelques mois de bonheur où le patriarche était là avec son bonnet rouge et il était super sympa, quoi. C'était incroyable, c'était un voyage extraordinaire, un peu dans le petit écran, en faisant un trou dans la télé, rentrant dedans, comme quand j'étais gamin. On n'a pas dit où c'était, mais c'était la dernière expé du commandant Cousteau, avec Falco, avec tous ces gens très connus, et c'était à Madagascar. Ouais, c'était à Madagascar, ça s'est appelé l'île des esprits, et c'était un mélange entre de l'image sous-marine, de la plongée, de l'aventure sous-marine, comme il aimait le dire, mais aussi avec un voyage ethnologique, des rencontres, la rencontre avec le père Pedro, un père lazariste en banlieue de Tana qui sauve les gamins des décharges, avec des scènes de vie incroyables sur le retournement des morts. Une histoire de vie incroyable, 2 films et un livre qui ont été issus de ces mois de mission. Je fais un nouveau saut spatio-temporel. Nouvelle date importante dans ta vie, 2018. Tu commences à bosser avec l'UNESCO dans le cadre d'un projet gigantesquissime qui s'appelle One Ocean. C'est ça, c'est One Ocean. Et l'idée de One Ocean, c'est de raconter positivement l'océan autrement, de parler effectivement des problématiques, et on en entend tous parler tous les jours à la télé, dans les journaux, sur le web et sur les réseaux, mais il s'y passe des trucs vachement bien aussi. Et on s'est dit, bah voilà, nous on va peut-être prendre un autre biais et raconter l'histoire de l'océan avec des histoires négatives, parce qu'il y en a, mais aussi des super réussites, et il y a des super réussites, et comme c'est sous la surface, c'est dissimulé par cette grande couche d'eau miroir, on va nous pouvoir le raconter parce qu'on a cette chance avec l'équipe de One Ocean de pouvoir aller sous l'eau, d'aller profond, d'aller longtemps sous la mer et de raconter l'histoire de l'océan. Oui, donc d'ailleurs le film que tu vas montrer ce soir en avant-première, La Grande Migration, fait partie de ce grand projet de l'UNESCO qui consiste à documenter de 2021 à 2030. Alors ça s'est rallongé. C'était 2021 à 2030, sauf qu'ils ont dit, mais en fait, on est en train de passer un peu pour des idiots, parce qu'on leur dit, mais qu'est-ce que vous allez faire après 2030? Rien. Donc ils m'ont dit, non, en fait, c'est plus 2030, on va continuer après. À 95 ans, tu seras encore dans ton scaphandrier. Et toi, tu seras là avec moi ici. Je vous ai juste une photo que je vous ai mis de moi. C'est la seule que vous aurez vraiment de moi. Mais c'est parce que c'est très, très vieux. Et c'était ça le truc de Tintin que je voulais vous faire voir tout à l'heure. Donc c'est un vrai scaphandre. Celui-là, c'est un scaphandre d'époque de 1880 ou quelque chose comme ça, qu'on utilise encore pour jouer maintenant, et qui a été réadapté avec des résines qui existent maintenant de manière beaucoup plus moderne. Mais ça plonge vraiment, et je l'ai essayé, et ça marche super bien. Le seul truc, c'est que ça fait un bruit, c'est l'enfer quand vous êtes dedans. Ah oui, c'est fou, on te reconnaît. Parce qu'en fait, vous avez du gaz qui arrive en grande quantité, en permanence, et on ne s'entend pas. Donc petit passage scaphandrier. Alexis, avant qu'on voit d'autres images, on a résumé un peu ta carrière à grands traits, pardonne-moi. Maintenant, tu travailles toujours dans ce cadre de One Ocean avec d'autres projets. Il y en a 3 grands pour l'instant. Et la première chose à laquelle tu t'es intéressé de près, ce sont les coraux, dont on connaît l'importance. Voilà, les récifs coralliens. J'avais une fascination pour ces récifs coralliens. J'avais un réseau, entre autres, avec les équipes de chercheurs du CRIOB, Serge Plane, Laetitia Edouin, Serge qui dirigeait ce laboratoire. Et je me suis passionné pour cet animal très, très bizarre, parce que c'est un animal. C'est un truc qui est à la fois animal, à la fois végétal et à la fois minéral. Donc c'est plus une entité vivante qu'un
qu'un animal, en fait. Et ce qui m'intéressait, c'était de comprendre en fait l'importance qu'il avait pour l'humanité et le service qu'il pouvait rendre aux populations. Parce qu'en fait, ces récifs coralliens, qui sont composés de coraux et de plein d'autres animaux, ce biotope, c'est très utile. C'est là où on va puiser des médicaments pour les médicaments de demain contre le cancer et les antitumoraux. Ils protègent les côtes de l'érosion. Il apporte énormément de protéines pour les populations insulaires, etc. etc. C'est un écosystème extrêmement important qui a une particularité, c'est que c'est le seul animal qui se voit de l'espace. Ah oui, là tu parles de la Grande Barrière. Voilà. Et on sait peu que la deuxième plus grande barrière sur Terre, c'est celle qui est au large du Belize, si je dis pas de bêtises. Ouais. Ce sont aussi les pouponnières des océans, les coraux. Et cette notion de vie fait le lien finalement avec le deuxième grand projet de ta vie, que sont les volcans. Voilà, ça on le voit après. Juste sur les coraux, le travail qui est en cours en ce moment, c'est un petit îlot qui est en Polynésie, qui s'appelle Tatakoto. Je mélange un peu. Voilà. Alors pourquoi je vais vous parler de ça? Parce qu'il y a ces phénomènes de blanchissement, et vous en avez entendu parler. Ce corail est malade, parfois il blanchit avant de mourir et d'être recouvert d'algues. Et il y a une chercheuse qui travaille à la fois sur les coraux profonds, ce qu'on appelle les coraux mésophotiques. Ce sont des coraux qui vivent en dessous des profondeurs qu'on imaginait limite pour le récif corallien, c'est-à-dire en dessous de 30-40 mètres. Donc c'est ce qu'on a fait en Polynésie. Il y a quelques, je vais mettre sur le côté. Ce qu'on a fait en Polynésie il y a quelques années maintenant, c'était une recherche sur un récif qui s'est avéré être scientifiquement le plus grand récif profond découvert et mesuré surtout, parce qu'il n'y en avait pas eu d'autres. C'est la première fois qu'il y a une étude scientifique sur ce récif. Et la chercheuse Laetitia Edouin, qui est là, travaille aussi sur donc, ce petit atoll de Tatakoto qui a une particularité, c'est qu'il est complètement fermé. Et comme vous le savez, les atolls ils sont normalement ouverts et il y a un brassage entre l'eau extérieure, l'eau de l'océan, et l'eau lagunaire. Mais lui n'a pas de ce brassage et les températures montent au sein de ce lagon de manière très très importante, et pourtant les coraux survivent à l'intérieur. Donc ils étudient ce corail pour essayer de comprendre pourquoi ici il y a ces coraux résistants au réchauffement climatique et qu'il n'est pas résistant ailleurs. Et malgré là récemment des pointes à plus de 35 degrés sur cet atoll, les coraux restent en partie vivants. Je voulais quand même rappeler que la vie est née dans les océans. Et en 1977, il y a eu des découvertes qui ont été faites aux Galapagos, c'est ces fameux fumeurs noirs ou blancs, etc., où serait née la vie. C'est quand même pas rien. C'est ça, c'est l'histoire des volcans sous-marins, et c'est une histoire les scientifiques appellent ça la serpentinisation. C'est ce phénomène où le gaz qui vient du centre de la Terre, qui vient des chambres magmatiques, va remonter, va je sais pas, suinter, je sais pas si c'est le bon mot, vers la surface. Et c'est un phénomène assez exceptionnel parce que c'est là où le minéral se transforme en vivant avec les premières bactéries. Et il y a quelques années, c'est une histoire complètement folle, je reçois un coup de fil du magazine Paris Match. Ça, je ne t'ai pas raconté cette histoire-là. Non, je t'ai raconté. Et qui me dit, il faut que tu partes demain matin, il faut que tu te dépêches, il y a une île qui va naître. Et il m'envoie ici, au milieu de ce canal, qui est le canal de Sicile, entre la Tunisie et la ville de Sachia, avec un petit volcan là au-dessus de Pantelleria qu'on voit, qui s'appelle Ferdinandea, qui est sous l'eau. Et Ferdinandea est né déjà je crois que c'était en 1883, est rentré en éruption, est sorti de l'eau. Alors là, évidemment, tout le monde s'est précipité, les Italiens, les Anglais et les Français. Chacun a donné un nom à l'île en mettant son drapeau. Et quelques jours plus tard, elle a disparu. Elle a disparu. Mais du coup, on sait où elle est. Et nous, on est parti plonger dessus. Et on a continué ce travail sur les volcans, qui est un truc complètement fascinant, parce que c'est un voyage entre le monde de Jules Verne et je ne sais pas quoi, tellement c'est fou. Donc, on y voit ces déserts de lave qui sont recolonisés par ces gorgones blanches et où la vie reprend le dessus. Où il y a aussi ces fumeurs. Voilà. Et là, c'est un fumeur noir avec de l'eau qui sort à plus de 138 degrés sur celui-ci en particulier. Et c'est une histoire absolument magique. Et récemment, on était les premiers, après un robot, à plonger sur ce site, qui est un site absolument fabuleux,
On ne sait pas ce que c'est. Ils ont appelé ça la vallée des 200 volcans. C'est à 80 mètres de profondeur. Et sur cette vallée des 200 volcans, il y a des fumeurs qui ont cette couleur orangée, riche probablement en oxyde je pense, de fer, et qui crachent son venin de la terre, qui soit un gaz acide, soit de l'eau très chaude. Et on a fait une histoire fabuleuse, une rencontre fabuleuse avec un site qui était juste complètement magique et jusque-là jamais observé. Ouais, tu as dit venin, enfin, on va pas refaire l'univers ce soir, mais toutes ces remontées de minéraux sont justement des sources de vie, pour toutes sortes de formes de vie qui sont adaptées à ces températures, qui pour l'humain sont absolument impensables, qui seraient un enfer. Nous, on ne peut pas vivre dedans, non. Et on voit sous l'eau les couches. Et en arrivant à un moment, en descendant, à partir de 70 mètres, on change d'ambiance complètement. C'est une ambiance qui est assez lugubre, comme un nuage sur un cimetière. Vous voyez, dans les films d'horreur, là, c'est un peu ça. Et on descend là-dedans, c'est très bizarre. Et il y a comme un silence absolu. Et on arrive sur ces cheminées qui sont les unes à côté des autres, et avec les bulles et les gaz qui sortent. Les volcans, c'est encore un autre point commun avec Gilles. On en parlait tout à l'heure. Gilles, il le sait, qui a vécu comme moi au Chili. Il me semble que sur Terre, on a répertorié 1500 volcans sur les continents. Et là, j'ai vu sur ta slide que dans l'océan, on en estime plus de 20 000. Donc c'est fou. C'est énorme. C'est énorme. La quantité de volcans sous la mer est énorme. Et le travail qui est fait avec l'UNESCO là-dessus est intéressant parce qu'en Méditerranée, ils ont mis en place un système d'alerte anti-tsunami. C'est 10% des volcans sous-marins qui créent les tsunamis en Méditerranée. Il y en a eu beaucoup. En début du 20e, il y en a eu un qui a fait des 200 000 morts sur la Sicile. Récemment, il y en a eu un sur Stromboli. Donc c'est quelque chose qui existe. Et ce système d'alerte, c'est un système d'antenne sous-marine qui va donner une alerte sur une vague potentielle et prévenir les populations locales. Donc il y a à la fois le système d'alerte et à la fois un entraînement des populations à évacuer. Et c'est assez surprenant de voir par exemple à Stromboli des panneaux en disant « attention tsunami » avec des flèches pour monter dans la colline. Oui. Est-ce que tu voulais ajouter quelque chose sur les volcans ou est-ce qu'on peut enchaîner sur ton troisième projet qui te tient à cœur ? On va parler du troisième. Alors, il y a eu 2 épisodes. Un épisode l'année dernière, un épisode il y a 2 ans, d'un phénomène de réchauffement de la Méditerranée. Pareil, on en a entendu parler dans les actualités. Et ce réchauffement de la Méditerranée a fait comme un incendie sous la mer en tuant les forêts sous-marines, les forêts de gorgones, qui sont des animaux, hein, ce ne sont pas des algues. C'est un habitat sur lequel vivent ou dans lequel vivent énormément d'autres animaux. C'est un écosystème complet. Et donc, à partir du moment où on tue, où on laisse mourir un écosystème comme celui-là, l'ensemble des habitants, comme sur un terrain de guerre, doit fuir. C'est un exode. Oui, il fuit où d'ailleurs ? Donc il fuit à côté, mais il ne fuit pas plus bas, parce qu'il y a certains animaux qui ne peuvent pas s'adapter plus bas. Et nous, ce qui nous intéressait, c'était dans un premier temps de documenter ces forêts qui sont, vous le voyez là, hein, qui sont sublimes. Ça, c'est une forêt de gorgone à 70 mètres de profondeur au large de Saint-Raphaël, et de comprendre comment ce phénomène marchait. Donc on est parti travailler en dessous de la zone d'incendie, en fait, en dessous les 30 mètres de profondeur, jusqu'à quasiment 100 mètres de profondeur, pour constater que là, l'océan, la mer, se comporte comme un bouclier thermique. Donc la couche de surface, absorbe la température excédente à l'extérieur et protège le fond de la mer. Donc on a travaillé sur les refuges et sur les refuges profonds. Très bien, Alexis. Est-ce que c'est le moment où tout doucement on enchaîne vers le film ? Bah oui, on va y aller. On ne va pas trop bavarder, sachant qu'on a encore du temps après. Voilà. Et là, donc on vous présente un film sur cette grande migration, la plus grande migration animale au monde. Alors vous imaginez bien que je suis sur scène, moi, que je vous présente cette histoire, et qu'il y a vachement de monde derrière. Il y a une super équipe. C'est grâce à eux que tout ça existe, qu'il y a l'expo à la Halle au Blé. Donc il y a Paola qui travaille sur les expos, il y a Marie qui a fait le graphisme extraordinaire de cette affiche. C'est un film qui est écrit par Tom Rosenfeld et Thierry Piantanida, qui est réalisé par Armel Rouy, qui est monté par Benjamin Roth, qui est par là, qui filme, vous allez le voir après. Ils sont pour la plupart ici et vous pourrez les voir après cette projection et après cette discussion. C'est une avant-première. Voilà. On se retrouve juste après. C'est la petite partie du film qui sera diffusée sur Arte dans le courant de l'année.
Notre voyage commence sur la côte sud-africaine, au point le plus austral de tout le continent. Véritable frontière entre l'Atlantique et l'océan Indien, cette terre du bout du monde constitue un carrefour majeur où se rencontrent les grands courants venant du sud, de l'est et de l'ouest. Depuis des millénaires, ce mélange singulier donne naissance à une biodiversité foisonnante. Une mosaïque du vivant qui s'épanouit dans un parfait équilibre, sur terre comme en mer. En ce mois de mai, les premières baleines à bosse commencent à apparaître à l'horizon. Cela fait déjà plusieurs semaines qu'elles ont quitté l'Antarctique pour venir mettre au monde leurs petits dans des eaux plus clémentes. Comme chaque année, la présence de ces géantes des mers annonce l'arrivée de l'hiver sur l'hémisphère sud. Peu à peu, les températures baissent, les courants changent et des mécanismes invisibles se mettent en marche. Sous la surface, une pulsion animale hors norme est en train de faire frémir les côtes d'Afrique du Sud. À seulement quelques dizaines de mètres du littoral, une immense masse a fait son apparition. Gigantesque, de plusieurs milliards de sardines. Serrées les unes contre les autres, elles ont comme fusionné pour former une seule et unique créature. Un serpent colossal de plusieurs kilomètres de long qui fait route vers le nord. Pour les sardines, le banc constitue une protection rassurante. Dans ce corps en perpétuel mouvement, elles peuvent trouver refuge à tour de rôle, de sorte qu'aucune ne reste exposée trop longtemps. Car pour les prédateurs qui rôdent, cette manne riche en protéines est une cible idéale. Les sardines ne le savent pas encore, mais elles viennent d'entamer une véritable course pour leur survie. Tout au long de leur périple, elles devront redoubler de vigilance. Sur leur chemin, se dresse justement l'un des principaux camps de base ennemis. Situé à quelques dizaines de kilomètres de la côte, Bird Island constitue un refuge unique au monde, où seuls quelques scientifiques peuvent accoster chaque année. Ici, les oiseaux sont rois. Sur ce minuscule bout de terre, la vie est rythmée par les battements d'ailes, les cris, les coups de bec, et les 3 hectares de l'îlot se trouvent presque entièrement recouverts sous les 170 000 fous du Cap qui s'y entassent pour nicher. Depuis des millénaires, les naissances sont réglées sur le passage des sardines afin d'optimiser le nourrissage des petits. Âgé de seulement quelques semaines, ce jeune fou dépend encore de ses parents pour survivre. Il ne sait ni voler, ni chasser, et n'a pas encore intégré toutes les règles de la communauté. Pourtant, il devra très vite apprendre à se débrouiller par lui-même s'il veut atteindre l'âge adulte. À quelques mètres de là, les adolescents sont déjà prêts à commencer leur formation. Guidés par leur instinct de prédateur, ils se préparent à franchir la première étape de leur apprentissage.
revêtus de leur plumage noir caractéristique, les futurs chasseurs s'approchent de la plateforme de décollage. Les premiers essais sont souvent laborieux. Parmi les candidats, tous ne s'en sortent pas sans séquelles. Pour lui, la partie s'arrête ici. Après des semaines d'attente, les autres jeunes vont enfin pouvoir accompagner les adultes à la chasse. Et le départ est imminent. Le signal a été donné. Par centaines, les chasseurs décollent à la recherche de leur proie. Avant de pouvoir localiser le banc, il leur faudra effectuer un long voyage en mer. Un exercice d'endurance et de patience, mais les fous le savent, le jeu en vaut largement la chandelle. Après plusieurs jours de vol, la faim commence à se faire sentir au sein du groupe de chasse. Mais une agitation inhabituelle vient d'attirer l'attention des éclaireurs. Au loin, c'est un groupe de plusieurs milliers de dauphins qui fend la mer en formation de combat. Habituellement, les dauphins ne se déplacent qu'en pods de quelques dizaines d'individus. Mais lorsque les exigences de la chasse l'imposent, les différents clans n'hésitent pas à coopérer. Ils forment alors ce que l'on appelle un mégapode. Grâce à leur sens aiguisé, les cétacés viennent de repérer le banc de sardines. Telle une véritable armée, ils sont prêts à passer à l'attaque. Les dauphins ne sont pas des chasseurs comme les autres. Extrêmement méthodiques, ils parviennent très vite à isoler une partie du banc, le rendant plus vulnérable aux assauts. Pour tenter d'échapper aux prédateurs, les sardines se resserrent et remontent le plus près possible de la surface. Mais elles ignorent que les dauphins ne sont plus seuls. Alertés par la présence des cétacés, les fous du Cap ont rejoint l'arène et se préparent à attaquer à leur tour. Les fous sont pourvus d'une excellente vue. Grâce à leur vision binoculaire, ils parviennent facilement à repérer les sardines sous la surface. Une fois la cible verrouillée, les chasseurs entament un piqué vertigineux à près de 100 km/h. À une telle vitesse, la moindre erreur de trajectoire peut être fatale. Le corps des fous est spécialement adapté pour cette chasse de l'extrême. Sous la surface, leurs narines deviennent parfaitement hermétiques et leurs ailes se déploient pour devenir des nageoires. Les oiseaux se transforment alors en de redoutables prédateurs sous-marins. Après des heures de traque incessante, les prédateurs sont enfin rassasiés et se dispersent. Les sardines prennent la fuite, mais l'attaque a laissé des traces. Ce sont désormais plusieurs bancs dispersés
qui poursuivent leur route. Où vont-elles ? Personne ne le sait. Aujourd'hui encore, la migration des sardines reste un mystère. Lorsqu'arrive l'hiver austral, les sardines s'engouffrent dans un courant froid qui devient alors leur unique guide. Un couloir migratoire où le plancton est présent en abondance. Indispensable clé de voûte de la chaîne alimentaire, c'est lui qui nourrit les essaims de milliards de minuscules crevettes dont les sardines se repaissent à leur tour. Sur tout un pan de la côte, ces eaux fraîches et riches en nutriments ont également vu naître un écosystème luxuriant. Les forêts de kelp. Comme les arbres, les kelps ont besoin de la lumière du soleil pour s'épanouir et poussent essentiellement dans les eaux peu profondes, formant de véritables jungles sous la mer. À l'instar des forêts terrestres, elles constituent une précieuse source de nourriture et un refuge salutaire pour de nombreuses espèces. C'est aussi le terrain de jeu favori des otaries à fourrure qui règnent sur la canopée. Espiègles et insouciantes, les pinnipèdes passent l'essentiel de ces journées d'hiver à jouer dans les algues et profiter du soleil. Mais loin de la quiétude de la forêt, c'est une toute autre réalité qui se dessine. Au large, la traque continue. Infatigables, les dauphins et les fous poursuivent leur travail de sape, pourchassant leur proie inlassablement. Épuisés, les sardines tentent désespérément d'échapper aux prédateurs, mais en vain. Jour et nuit, pendant des semaines, ils vont se relayer tout le long de la côte pour harceler sans relâche les survivantes.
Pour les sardines et leurs prédateurs, c'est la fin du voyage. Les survivantes remontent jusqu'à la côte du Mozambique, puis on perd définitivement leurs traces. On ne saura peut-être jamais ce qui les pousse à entamer cette migration. Sont-elles attirées par quelque chose qui nous échappe? Ou leur destin est-il simplement de nourrir les prédateurs sur leur passage? Et que deviennent-elles ensuite? Le mystère reste entier. Les baleines à bosse ont elles aussi achevé leur voyage. Dans quelques mois, elles repartiront en Antarctique pour se nourrir, accompagnées de leurs petits. Un cycle qui recommence inéluctablement. Peut-être on pourrait commencer par parler du titre et de ce qui est décrit dans ce film, les grandes migrations. C'est vrai, c'est sans doute en biomasse la plus grande migration du monde. On voit ces traces noires dans l'océan. Qu'est-ce qu'elle a de commun, peut-être, Gilles, avec les autres grandes migrations que tout le monde connaît via les documentaires? Je sais pas, je pense aux gnous, aux rennes, peut-être il y a d'autres migrations dans l'océan. Est-ce que tu feras un lien, Gilles, avec les autres grandes migrations? Oui, bien sûr. Bonsoir à tous. Alors, moi, je suis ébloui, je te le dis, Alexis. Je n'ai pas vu les images, je m'en doutais un petit peu. J'avais travaillé avec Jacques Perrin sur Océan à l'époque, vous vous rappelez, un film sans parole. J'adore qu'il n'y ait pas d'S à Océan, je le crie. Un seul océan, one ocean. Quand on plonge à 400 mètres de fond, où qu'on soit, quand on mesure les éléments de l'eau de mer, il y a
Oui, il y a 11 millimoles de potassium, il y a 450 millimoles de sodium et 560 millimoles de chlorure. Où que vous alliez, un seul océan. Et je comparais tout à l'heure à votre sang. Votre sang est aussi stabilisé. Vous avez tous un petit océan au sein de chacun d'entre vous, 3 fois moins salé que le grand frère. Donc sur l'immigration, oui. Alors la question qu'on s'est posée tous, vous savez, j'ai travaillé longtemps au muséum, c'est pourquoi ces migrations? Il y a plusieurs raisons. On cherche à manger, c'est souvent le cas. On cherche à échapper à des saisons, à des conditions difficiles, du chaud, du froid. On cherche aussi à se reproduire. Fréquent que les femelles et les mâles ne sont pas en même temps, à différents moments. Donc tout ça, depuis l'histoire de la Terre, joue un rôle. Et dans l'océan, ce qui est intéressant, c'est que cet océan qu'on a vu ici, là, ils se sont ouverts assez récemment, finalement. Quand nous, on parle, j'ai passé 20 ans sur l'émigration des saumons et des truites. Au départ, en fait, ils sont nés. Alors, on s'est souvent posé la question, ils sont apparus en mer ou en eau douce? C'est la vraie question. On pense vraiment qu'ils sont apparus en mer aujourd'hui parce que pratiquement tous arrivent à s'adapter à l'eau salée. Et donc, chaque jour, chaque année, ils sont un peu plus loin de leur zone d'engraissement en mer. Ils naissent dans les fleuves bretons, par exemple, si je prends le cas du saumon atlantique, ou l'anguille, en mer des Sargasses. Chaque année, elle a quelques centimètres de plus à faire par rapport à l'ouverture de l'océan. Et donc, ces migrations, elles sont très liées à ça. Et moi, ce qui m'intéresse beaucoup avec Alexis, sur ce qu'il a montré là, c'est quelles sont les influences sur ces migrations du changement climatique, de son accélération en ce moment, des pratiques humaines en matière de pêcherie, en matière de contamination et de prédation. Et tout ça sont des questions qui sont fascinantes et j'adore la fin. On ne sait pas où elles vont et ça c'est génial, on a encore du travail à faire. Quand on voit bien, sur la dernière mission qu'on a faite, le changement climatique, on n'en parle pas là-dedans parce que c'est un film qui se veut... un documentaire qui se veut sur raconter cette histoire magnifique de ce qui se cache sous la surface. On a eu du mal sur la dernière mission, c'était en juin-juillet de cette année. L'eau était trop chaude. Et si l'eau est trop chaude, les sardines restent à une température idéale pour leur fonctionnement. Et du coup, elles ne remontent pas vers la surface et les oiseaux ne peuvent pas les pêcher. Les dauphins, on va avoir du mal à les repousser vers la surface. Et on a eu beaucoup de mal, alors nous, à travailler, mais à un moment, les oiseaux, ces fous du Cap, vont avoir beaucoup de mal à se nourrir. Donc les effets du changement climatique, là, ils sont absolument réels, évidents, et nous, on les vit au quotidien quand on est sur le terrain. Alexis, il faut que tu me pardonnes, on a oublié de dire tout à l'heure, et ça va nous faire un lien quand même avec la suite, c'est que ce film qu'on vient de voir fait 26 minutes, c'est une version d'avant-première, mais à terme, il fera 52 minutes et on y verra d'autres prédateurs. Oui, on a toutes les images que vous avez vues là, dans ce documentaire, c'est des images réelles, il n'y a pas d'intelligence artificielle, on a vu ça réellement, on l'a filmé réellement, on y a plongé réellement. Et ce film, c'est la version courte, c'est une version destinée aux présentations et aux conférences. Et il y a une version longue, qui est plus longue, qui arrive bientôt, et qui sera diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte au courant de l'année 2025. Et qui fera donc 52 minutes. Qui fera 52 minutes. Oui. Gilles, tu m'as pas complètement rassasié sur les grandes migrations, mais peut-être, moi j'aime bien commencer par ce qui est très général et on a envie d'offrir un peu des pépites de connaissances ce soir à celles et ceux qui sont là. Peut-être dire que l'océan est un milieu évidemment foncièrement différent du terrestre et que les chaînes trophiques, j'ai dit un gros mot, que les chaînes alimentaires sont beaucoup plus longues dans l'océan. Il y a aussi beaucoup de prédateurs qui s'attaquent, et tu vas nous les décrire. Là, on n'a pas trop vu les requins, sauf au début, il y avait des wraggies. Mais peut-être tu peux dire un mot sur le fait que ce soit si différent. Ce qu'il faut dire, c'est que la vie apparaît dans l'océan. Il y a un peu moins de 4000 millions d'années sous forme de cellules isolées qui sont des bactéries, des cyanobactéries, qui sont toujours avec nous aujourd'hui, la performance de l'entreprise durable du vivant, vivre autant de temps encore après. Et cette vie, elle sortira de l'océan. Ça m'a fasciné dans une partie de ma vie. Comment la vie sort-elle de l'océan? Et elle sort forcément par les littoraux, qu'on aime tous les deux. Quand on va plonger, on est souvent sur le littoral. Et là, il va se passer des événements fantastiques. On va remplacer les branchies par des poumons. On va commencer à respirer à l'air. Et l'air est génial. Si je prends un volume d'eau de mer en équilibre avec l'air, en gros, il y a 30 fois moins d'oxygène, effectivement, dans l'eau de mer que dans l'air. Ça, c'est un aspect intéressant. On discute souvent avec Alexis aussi, c'est que cette température, non seulement elle a un effet direct sur le métabolisme, vous consommez plus d'oxygène, mais que dans l'eau, plus il fait chaud, moins il y a d'oxygène. Ça, c'est une clé même de la vie dans les milieux aquatiques. Donc, la vie sortira de l'océan, il se passera la sortie de l'eau, puis une autre migration, on en parlera tout à l'heure, c'est qu'on ira vers les eaux douces. Et je vous assure que ce n'est pas du tout évident. On connaît 35 000 espèces de poissons, il y en a 1 sur 1000
capable de passer, 1 sur 100, pardon, de passer de l'eau douce à l'eau de mer ou de l'eau de mer à l'eau douce. On en parlera un petit peu tout à l'heure. Parce que vous verrez que physiologiquement, c'est très très compliqué. Parce que quand vous baignez, vous, en mer, ou dans votre baignoire, ou dans une rivière, vous n'avez pas de problème parce que vous avez une peau qui fait écran. Les seuls problèmes qui se posent sur un humain, c'est un humain qui se noie. Quand de l'eau rentre dans les poumons, c'est plus difficile de vous récupérer en eau douce qu'en eau de mer. Pour des raisons d'une physique qui s'appelle l'osmose, hein. Quand vous avez une membrane biologique qui sépare 2 fragments d'eau de saleté différentes, l'eau migre toujours du milieu le moins salé vers le plus salé, pour le diluer. Et ça, c'est super important pour ce qui est marin, effectivement, hein. En mer, vous savez, l'animal marin, en permanence, son sang, en gros, il est comme le vôtre, à peu près, hein. Donc, sans arrêt, comme il a une branchie, il a une peau aussi sur la peau, c'est comme chez vous et chez moi. Mais comme il respire dans l'eau, il ne peut pas avoir une peau sur ses branchies. Donc là, les phénomènes d'osmose s'appliquent et sans arrêt, chez un poisson de mer, il est dans un système, effectivement, où il va perdre son eau de son corps pour aller dessaler l'océan. En eau douce, c'est l'inverse. Comme il est plus salé que l'eau douce, sans arrêt, il est effectivement dans un système où il est envahi par l'eau de la rivière. Ce qui veut dire que les deux conclusions, en mer, un animal boit de l'eau de mer en permanence, on l'a mesuré, on a mis des petits sacules, il picole de l'eau de mer, hein. Mais le drame, c'est qu'elle est salée, donc il faut excréter les sels. Et en eau douce, c'est l'inverse. L'animal ne boit absolument pas, il fait pipi en permanence, hein. Je disais à mes étudiants, en fait, sur un poisson d'eau douce, si on faisait le cours ou la conférence maintenant, là, 100 litres d'urine par jour, on ferait le cours aux toilettes, en fait, hein. Vous voyez comment le vivant s'est adapté entre l'eau douce et l'eau de mer. Vous voyez la performance que vous imaginez pour ceux qui sont pas capables de passer d'un aspect à l'autre. Donc au niveau migratoire, ces migrations intramarines sont absolument géniales, hein. On a vu les poissons, les baleines, les invertébrés qui migrent aussi. Mais les grands migrateurs qui font les 2 systèmes eau douce et de mer, les salmonidés, 35 espèces, il y en a une bonne vingtaine qui sont capables de faire ça. Les anguilles, on va en parler un petit peu. Les sturgeons, les aloses, les lamproies marines, tous ces animaux sont capables effectivement d'aller passer une partie du cycle en mer, une partie en eau douce. Alors, il y a les 2 systèmes, hein. Ceux qui naissent en eau douce et vont grandir en mer, et ceux qui naissent en mer et vont grandir en eau douce. Bien, Gilles. On va revenir sur ce qu'on appelle, c'est un mot un peu bizarre, les amphihalins, les saumons, les anguilles, les aloses, tu as dit, les lamproies, etc. On va y revenir. On va quand même évidemment se retourner vers Alexis. Alexis, on a parlé de cette diversité. Alors, toujours pareil, tu n'en prends pas ombrage, mais tu ne m'as pas rassasié sur les chaînes marines. C'était juste pour dire que sur Terre, en moyenne, c'est 3-4 maillons. Et les chaînes marines, c'est François Sarano qui le raconte très bien, c'est autour de 10 maillons. Il y a beaucoup plus de maillons. Mais tout ça pour dire que ces animaux que tu as filmés et qu'on n'a pas encore tous vus, on va attendre de le voir sur Arte. On a vu quelques requins au début, il y a une baleine à la fin, il y a les oiseaux. Quels sont ceux qui t'ont le plus marqué? Peut-être aussi quels sont ceux qui ont été le plus difficiles à filmer? Ceux qui sont difficiles à filmer, c'est ces baleines et cette fameuse baleine de Bride qu'on voit, qui est un animal qui fait 7-8 mètres et qui est assez ingérable pour nous. C'est-à-dire que les dauphins sont attentifs et ne vont pas venir au contact, donc ils passent à grande vitesse à proximité. Les oiseaux, on fait attention, on ne reste pas trop près de la surface, mais on les entend plonger. Il y a un brouhaha incroyable sous l'eau, hein. C'est une chasse. C'est une chasse à mort de la sardine. Et on a eu une visite, c'est la visite des orques. Ils ont passé quelques jours dans la région et là, ça a été terrible parce que c'est le seigneur, c'est le roi de l'océan. Et lui, il a fait fuir tout le monde. Donc pendant plusieurs jours, on n'a plus un seul dauphin. Et donc plus de sardines, donc plus d'oiseaux. Et on est resté avec une mer calme, l'orque était passé par là. Oui, c'est fou ces histoires d'orques, on va pas trop, il faut qu'on revienne aux amphihalins. Mais il y a dans les documentaires, il y a 2 célébrités qui s'appellent Babor et Tribord, qui sont 2 orques dont les ailerons, 2 frères mâles dont les ailerons penchent l'un à droite, l'autre à gauche, et qui pour le coup, alors c'est pas trop lié au Sardine Run, mais c'est au même endroit. C'est dans la même région. Voilà, ouais. Le pourtour de l'Afrique du Sud. Voilà, et ils ont dégommé, ils ont dézingué tous les grands requins du coin, les requins blancs, les requins planés. Ah ça je savais pas. Moi j'étais au courant pour les requins blancs, ils les dégomment pour leur manger le foie. Non, c'est intéressant. Alors on va pas soulever. On peut. Ah bah vas-y. Non, mais voilà, en fait, c'est une population de requins blancs qui est assez, je dirais, sédentaire sur la région de Gants Bay, vers un archipel d'îles qui s'appelle Dyer Island, qui a une
très grande population d'otaries à Fourrure du Cap, et on fréquentait cet endroit régulièrement pour aller à la rencontre de ces grands requins blancs, et c'est un animal légendaire, c'est un animal somptueux. Et donc moi, ça fait des années que je travaille sur cette région-là. On a fait les premières plongées sans cage, alors qu'on nous disait vous êtes fous, vous allez être mangés, etc. En fait, on a déjà eu moindre souci. Voilà, on s'est fait des petites frayeurs, mais il n'y a jamais eu de souci avec ces requins blancs. On pensait qu'il était le roi, qu'il était indétrônable, et non, en fait, il s'est fait complètement fracasser par ces deux orques-là. À deux, elles ont anéanti quasiment la population de requins blancs dans la région, attirés par le foie de ces animaux. Ouais, ça a été filmé pour la première fois en 2022. On les voit, oui. Ils les tuent et ils ne prennent, tu l'as dit tout à l'heure, que le foie. Ouais, c'est complètement fou. Il y avait une histoire en Afrique du Sud d'élevage de bulldogs qui ont peur de rien. Et quand ils ont émis des sons d'orques dans les bassins, ils sont devenus fous de terreur, en fait. Et ces requins sont vraiment, effectivement, mangés par les orques, bien sûr. Est-ce que c'est le moment, Gilles Il y a encore un mot sur les chaînes trophiques, simplement. Oui. Pourquoi elles sont si longues? On a regardé, les animaux du monde sont classés en 32 grands phyla, des grands groupes, infilum, des phyla. 12 ne sont jamais sortis de l'océan. Tout ce qui est vivant en animal sur la Terre vient de l'océan. Il n'y a aucun groupe apparu dans l'océan. Il y a beaucoup plus d'espèces aujourd'hui sur Terre que dans l'océan, ça c'est clair, pour des raisons qu'on pourra évoquer, c'est la stabilité de l'océan. Par contre, il y a beaucoup plus de groupes différents. Par exemple, les échinodermes, que vous connaissez bien, les oursins, étoiles de mer, n'ont aucun représentant terrestre. Sur Terre, on a surtout des vertébrés, et puis on a bien sûr des arthropodes, des insectes. Alors, ils viennent des crustacés marins, qu'on a vu tout à l'heure aussi dans les images, mais c'est vrai que la diversité est beaucoup plus grande. Et ça, c'est super intéressant pour expliquer justement ces relations entre les différentes chaînes que tu expliquais tout à l'heure. D'accord. Alors, on avait dit qu'on parlerait un peu des amphihalins, c'est-à-dire ces poissons qui ont l'extraordinaire propriété de passer du milieu salé au milieu d'eau douce. Ce qui est extraordinaire, tu l'as dit, les poissons en mer, en résumé, ils sont obligés de boire tout le temps pour compenser l'osmose. Et tu l'as dit tout à l'heure avec cette belle science qui est la tienne, les poissons d'eau douce, à l'inverse, ils doivent pisser tout le temps. En permanence. Le poisson marin, ils peuvent rester 1 semaine à 10 jours en anurie. Imaginez-vous 1 semaine sans aller faire pipi. Ils sont capables de faire ça. Voilà, et il n'y a que quelques espèces, tu l'as dit, il y en a un peu moins de 400 sur les 36 000 qui sont capables de faire ça. Et tu tenais à parler de ce qui a été l'objet de tes études au tout début de ta carrière. On a fait un peu la bio d'Alexis. On va en quelques phrases rappeler qu'au tout début de ta carrière, Gilles, tu as beaucoup bossé sur les saumons et les truites de mer. Oui. J'ai été recruté pour faire ça. À une époque, on se rendait compte juste de chiffres. En 1800, la France produisait 2000 tonnes de saumon sauvage. Aujourd'hui, c'est 40 tonnes. Anthony Netboy, qui est un grand spécialiste, disait « La France est le pays qui a le mieux se gaspiller ses ressources ». Pourquoi? Parce qu'on ferme les estuaires, vous imaginez, on pêche l'animal quand il va se reproduire, il n'y a pas plus crétin que ça, juste avant qu'il aille pondre. La pollution, la contamination, les barrages partout. Et puis, bien sûr, aussi, tout ça a amené aujourd'hui à cette situation dans laquelle on se trouve. Puis le changement climatique, je vous dirai 2 mots sur les saumons de l'Allier, qui naissent à 1000 km de la mer, qui n'arrivent plus aujourd'hui à intégrer la distance de migration pour arriver en mer à une température adéquate par rapport à leur physiologie. Tout ça, effectivement, est tellement grave qu'on s'est dit on va relancer les stocks de saumon. Alors, quand j'ai commencé, il y avait 3 endroits en France où il restait des saumons. Ils avaient disparu de Normandie. Il y avait la Bretagne, l'axe Loire-Allier et les Gaves des Pyrénées. Aujourd'hui, on a réussi à en ramener un petit peu en Normandie, mais c'est vrai que le travail, alors il y a deux situations. Ou bien on va les élever, vous mangez de la truite que vous achetez chez votre marchand de poissons qui vient de pisciculture. Alors, on viendra aux années 1860, c'est le moment où l'humain va inventer la pisciculture. Et pourquoi ça marche beaucoup mieux sur les saumons et les truites dès le départ? Ils ont de beaucoup plus gros œufs. Aujourd'hui, un bébé saumon qui naît, il est gros comme un bar ou bien une sole de 3 mois. Moi, je voudrais faire réagir, Alexis, sur la star de ce film, finalement, qui est celle dont on parle le moins, la sardine elle-même. Qu'à la poisse. On voit des masses de sardines, mais on ne voit jamais la terreur dans leurs yeux, évidemment, je plaisante. Rien de moins expressif que l'œil d'un poisson, malheureusement pour eux. Mais toi, qui est à l'origine de ce projet... Parce qu'ils n'ont pas de paupières. Voilà, qu'est-ce que tu as à nous dire sur ces sardines qui sont à l'origine de cette merveille? Moi, c'est la curiosité, parce que comme c'est très bien dit dans ce film, on ne sait pas pourquoi il fait ça, pourquoi elles font ça, pourquoi elles migrent, où elles vont, quelle est leur quête, quelle est l'intention. Est-ce que c'est de la reproduction? Est-ce que c'est de se nourrir d'autre chose? Non, alors que c'est dans ce courant plus sud. Est-ce que c'est la température? Et ça, c'est un mystère. Et ce qui est important dans cette histoire, c'est que sous l'eau, on ne sait pas. Et beaucoup de choses qu'il s'y passe,
on ne sait pas ce qui se passe. Et c'est cette curiosité qui nous amène à essayer de comprendre, à protéger, à faire de la recherche comme le fait Gilles, à passer du temps sous l'eau et à essayer d'aller filmer des choses improbables comme on le fait. Mais ce qui est important, c'est vraiment ça, c'est de dire, voilà, on ne sait pas et on est en train de mettre en œuvre une destruction massive de ces zones océaniques sans comprendre et sans savoir. Oui, alors qu'il y a... Moi, quand je vois ces nuées de sardines, ça me fait penser aux nuées des tourneaux, ce phénomène qui s'appelle les murmurations, tu sais, où les étourneaux ensemble dessinent des arabesques dans le ciel. Il y a beaucoup de photographes animaliers. En ce moment. Oui, c'est en ce moment. Oui. Contrairement aux grues, nos mascottes de Montier qui volent en V. Mais bref, est-ce que vous avez été fasciné par... ça s'appelle des fishballs, si je ne dis pas de bêtises, ces amas, ces agrégats de sardines. C'est un spectacle juste, je ne sais pas comment dire, graphique incroyable. Enfin... Oui, c'est fou. Et en fait, elles bougent toutes en même temps, elles se déplacent en même temps. Et dans la technique, les dauphins passent séparent une boule qu'ils font remonter. Et après, elles sont face à un drame. Donc, il y a ces attaques de dauphins. Donc, elles partent dans un sens. Les oiseaux qui arrivent par en haut comme des grenades qui tombent du ciel, elles redescendent. Les requins qui tournent en boucle dessous et qui les empêchent de descendre. C'est un phénomène qui est extrêmement surprenant, qui se répète pendant cette migration tous les jours. Et nous, on essaye de capturer juste des petits moments, mais je peux vous faire voir une photo qui est assez surprenante. C'est comment finissent les sardines. Elles finissent mangées une à une par le fin gourmet, qui est ce dauphin commun, et qui, lui, à pleine balle, à pleine vitesse, va rentrer dans le banc et va en choisir une seule et la déguster avant de repartir. Et en parallèle de ça, ce que je vous racontais à l'instant sur cette coalition entre les espèces, c'est ça. Voilà, c'est les dauphins par-dessous, les oiseaux qui plongent et qui séparent les bancs, et les sardines qui essayent de trouver dans cet espace sans coin, sans recoin et sans abri, une protection. Donc la meilleure protection qu'elles puisse avoir, c'est de se mettre au milieu du banc et à chaque fois de se remettre au milieu du banc, et à chaque fois c'est une forme de petite chenille qui n'en finit pas jusqu'au moment où il n'y a plus du tout de sardines. Ouais, et j'invite les gens qui vont aller voir tes photos à la Halle-au-Blé à Montier. On voit notamment des marlins qui ont... Ça, c'est les Thomas Roger qui a l'autre exposition qui est géniale, mais avec des chasses aussi de marlins sur d'autres poissons qui ne sont pas les sardines. Alors, pardon pour cette confusion, mais voilà, c'est juste pour faire le parallèle, une différente technique. Alors, eux, ils plongent dans le tas aussi, mais ce sont des escrimeurs. J'ai fait ce petit parallèle. Pardon, il est effectivement en face de la Halle-au-Blé. Et lui, il a travaillé sur les marlins et sur la chasse de ces marlins qui utilisent leur épée, leur rostre pour donner un vilain coup aux poissons et les déguster après. Et donc nous, pendant toute cette migration et ce grand voyage, on a été entourés par ces fous du Cap qui ont une attitude assez surprenante parce qu'ils se sont aussi adaptés, on en a parlé tout à l'heure, ils se sont adaptés à l'apnée, ils se sont adaptés à l'impact aussi parce que c'est violent, ils plongent à 100 km/h, donc il y a eu des renforts qui ont été fabriqués par la nature pour les aider à pouvoir pénétrer sous l'eau, et ils utilisent leurs ailes en nageoire pour continuer leur apnée et aller prélever ces sardines. Donc c'est un mouvement merveilleux avec des scènes comme celle-ci où il y a des milliers de dauphins. C'est des groupes, ce qu'on raconte dans ce doc, des mégapodes qui se retrouvent et qui vont communiquer ensemble. Alors c'est des populations souvent différentes de dauphins, c'est la même espèce, mais qui n'ont pas forcément le même dialecte ou le même langage, et qui vont, pour la chasse, pour cet instant précis, ils vont avoir une communication commune pour cette chasse, et vont se mettre en rang de bataille et courir l'océan en quête de ces bancs de sardines. Et on a vécu une scène absolument magique sur la dernière mission. C'est un banc géant, on nous avait dit il y a 1000, 2000, 3000 dauphins, et on a largement dépassé ce niveau-là. C'est-à-dire que, voilà, pour moi, c'est un peu le Graal, parce que c'est
c'est le synonyme du mot abondance. Et on parle beaucoup de perte de biodiversité. On a ici vraiment l'exemple de ce qu'est l'océan à partir du moment où il est respecté, à partir du moment où on n'y touche pas, à partir du moment où il n'y a pas de prélèvement. C'est de l'abondance. Et on a eu un banc de dauphins qui faisait plus de 20 km et qui a été mesuré par le petit avion qui nous servait de repère. Avant de rendre la parole à Gilles pour que tu nous parles de tes civelles, de ton fameux coup de gueule sur les Je peux rajouter une sur chose, les civelles. il ne se touche jamais ces sardines. Oui. Donc on travaille beaucoup, on a des logiciels maintenant, comment gérer un trafic automobile où les gens se choquent en permanence, et ça c'est génial. On fait de la bio-inspiration maintenant, à partir de l'observation bien précise, mathématique, hein, avec des logiciels, pour comprendre pourquoi ça peut fonctionner. Ils ne se touchent jamais. Oui. C'est absolument ahurissant, bien sûr. Oui, c'est comme les nuées des tourneaux dont je parlais. En fait, chaque oiseau a 4 oiseaux autour de lui en visuel, et c'est dingue, c'est des Il a formules ses radars en mathématiques. permanence. Et Régis, Et là, sur l'interespèce, personne ne se touche non plus. Hein. Les oiseaux ne percutent pas les requins ne percutent pas les dauphins. Et voilà, tout le monde reste très respectueux de l'espace de chacun. tu n'as jamais vu un accident? Il n'y a jamais un oiseau qui Il y a eu s'est un planté dans mort, un dauphin Non, dans un homme, il y a quelques années. Il n'y a pas si longtemps que ça. Ouais. Et le résultat des courses? L'oiseau? No way. D'accord. Ok. D'ailleurs, je rappelle au passage que si les fous s'appellent fous, c'est parce qu'ils ont à ce point impressionné de plonger comme ça de 30 mètres, au risque de se casser le cou. Hein. Si l'angle est un peu imparfait, bim, il se casse le cou. Moi, j'en ai vu des dizaines sur les plages chiliennes. Et la deuxième version, c'est aussi qu'ils plongeaient et qu'ils sortaient sans rien. Et ils se sont dit, mais ils sont complètement fous, à quoi ça sert d'aller plonger comme ça? Oui. Donc, c'est de là que vient le nom des fous, effectivement. Gilles, tu tenais à nous parler, après les saumons, tu tenais à nous parler des anguilles, Oui, un peu. qui sont d'autres amphiales, qui changent. Bien sûr, on a un combat en ce moment. L'anguille, c'est vraiment un warrior. Elle naît à 3000 mètres. Je prends l'anguille européenne, celle de chez nous. Il y a plusieurs anguilles, il y a plusieurs sites de reproduction dans le monde. Hein. On est à 3000 mètres de fond. Je vais vous raconter comment on a mis ça en évidence. Une toute petite larve s'appelle la leptocéphale. Elle monte en surface à travers entièrement l'océan Atlantique. Elle va se reproduire dans nos rivières. Elle va civelle sur le plateau continental. Elle intègre les rivières. Il y reste entre 10 et 50 ans. Et puis un jour, une idée extrêmement bizarre. Une reproduction dans la vie. L'anguille jaune devient l'anguille argentée. On va revenir au saumon tout à l'heure. Elle se reprépare à la vie marine. On a fait des manips là-dessus, moi, qui m'ont fasciné en tant que physiologiste, avec des collègues japonais. Vous prenez une anguille jaune, vous la mettez en mer, elle crève. Je prends une anguille argentée dans la rivière, je la mets en eau de mer, elle boit de l'eau en moins de quelques secondes. C'est ahurissant, hein. Elle a des capteurs dans la bouche de salinité, elle se met à boire, elle peut partir en mer. Et ça, c'est absolument fascinant. Sur une truite ou un saumon, ça prend quand même quelques heures en fait, pour que ça puisse se faire. Et cette facilité-là est extraordinaire. Alors l'anguille arrive en rivière, elle reste en rivière, et aujourd'hui, elle est en voie d'extinction. Par le CIEM, qui est le Centre international de la gestion des espèces pêchables, et l'IUCN, que vous connaissez bien, l'anguille a été déclarée en voie critique d'extinction. Si abondante. On a des images de bateaux au Pays Basque, hein, remplis de civelles jusqu'à ras-bord. Alors elle est partie pour quoi? Des barrages n'importe où, n'importe comment. Beaucoup de pollution, de contamination, des maladies, ce qu'on appelle la red mouse disease, qui est liée à un vibrio, une bactérie qui ressemble à celle du choléra. Et puis bien sûr aussi de la pêche là où il ne fallait pas. Et la capture du bébé anguille qu'on va manger en les mettant dans de l'huile bouillante, franchement, quand on voit ce qu'a vécu cet animal, ce qu'il est capable de faire, ça me fait trop mal au cœur en fait. Hein. Et on les capture bien sûr à une époque où c'est encore jamais reproduite. Hein. Donc on se bat en ce moment. Et là je suis furieux, je le hurle, je l'ai encore dit, j'étais avec les ministres en début de semaine à Bordeaux, on avait les assises de l'économie maritime. Alors que cette anguille disparaît, vous savez ce qu'ils font? Ils nous augmentent les quotas de pêche à la civelle, au bébé anguille. Il n'y a que la France qui fait ça. Ça, c'est insupportable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait, mon Marc? On est allé voir des gens qui pouvaient m'aider. Thierry Marx. En une semaine, on avait 1100 chefs cuisiniers français qui retirent l'anguille de leur carte. On prend les armes que l'on a. Donc, l'anguille, tu vois comment on peut arriver à la protéger? Alors, l'anguille, c'est l'inverse. Merci. C'est grâce à Thierry. Hein. Vous savez, quand un État ne fait pas ce qu'il faut que le citoyen puisse réagir. Et pourtant, il me dit, Thierry, je faisais beaucoup d'anguilles, j'aimais bien la préparer. Hein. Alors, l'anguille, c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Alors, une histoire, comment on a su qu'elle se reproduisait en profondeur? Alors ça, j'ai besoin d'Alexis, parce qu'on n'a pas d'image sous-marine de larves d'anguille ou de civelle sur le plateau. Ça manque énormément. J'aimerais beaucoup, je serais ravi, on fait ça ensemble. Et en fait, on a essayé de reproduire des anguilles. Les Chinois, les Japonais ont beaucoup travaillé depuis pratiquement un siècle.
Jusqu'au jour où une jeune femme du muséum qui s'appelle Sylvie Dufour a eu l'idée d'aller à Monaco, de prendre des anguilles, de les mettre dans une boîte, dans une caisse, qu'on a descendu face à la principauté à 3 km de profondeur, au bout d'un bout. On a fait la même manip, j'ai mis leurs collègues, dans le caisson hyperbare de la Marine nationale à Brest. Et on a déclenché la reproduction de l'anguille. On a vu des hormones gonadotropes du cerveau qui apparaissaient. Elles étaient en capacité de se reproduire. Ce qui veut dire qu'au niveau de l'élevage classique, c'est très difficile à faire, bien évidemment. Hein. Donc vous voyez qu'il y a des barorécepteurs chez ces bestioles qui font que ça va produire une hormone que font les enfants durant leur puberté. Hein. Si une petite fille a ses règles, c'est le même principe exactement, ou un petit garçon. Et c'est vrai que là, cette chose absolument mystifiante et émerveillante, ça vaut mieux que ce qu'on fait de ces anguilles aujourd'hui. Oui. Alexis, on a dit tout à l'heure que ce film, c'était une avant-première, que là, il y avait 26 minutes montées, qu'à terme, il en fera 52. Quels sont les projets, quelles sont les espèces auxquelles tu vas t'intéresser prochainement, qu'on verra in fine? Dans ce film-là ? Oui. Dans ce film-là, on va travailler sur une espèce assez géniale et qui va tristement être célèbre, qui est le manchot du Cap. Ah oui. Et le manchot du Cap, il vit, il est au début de cette histoire. Vous l'avez pas vu là, ou à peine vu là, mais il vit dans la zone de la baie d'Algoa, et c'est une espèce qui est classée très récemment. Hein, ça date du mois de septembre, en voie critique d'extinction. Avec deux causes. La première, c'est la diminution des stocks de sardines. Si on n'a plus de bouffe à Carrefour, ben, on ne peut plus manger. Et le manchot, il y a une diminution du stock, donc il ne peut plus se nourrir. Et le bruit, il utilise des sonars ou une communication avec ses congénères pour partir chasser à 20-30 km du site où il nidifie. Et comme il y a beaucoup de bruit, une pollution sonore, une pollution extrêmement bruyante, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de discuter et d'avoir une conversation pendant un concert, c'est pas possible. Et ben pour lui, c'est pas possible d'aller manger, d'aller chasser et d'avoir un travail collaboratif avec ses copains manchots pour aller chercher les sardines. Donc il a du mal à les chasser. Et donc il y a cette chercheuse qui est Lauriane Pichegru qui travaille sur ces phénomènes et qui s'est aperçue qu'en diminuant les zones de pollution sonore, il y a eu une interdiction de bunkering, c'est-à-dire de chargement de pétrole d'un bateau à un autre bateau dans la zone où on travaille actuellement. Et dès que cette pollution sonore a diminué, la population de manchots a tout de suite remonté, est devenue plus importante. Donc il y a des solutions qui sont super faciles. Il ne suffit pas d'inventer des choses démentes, de restauration, voilà. Il suffit juste de rien faire, de rien toucher, d'arrêter de faire chier, ça marche bien. Alors tu nous as parlé du manchot. Peut-être un peu les requins. Moi, les requins m'ont manqué. Alors, il y a beaucoup. Armel, il est là, il peut en parler parce qu'il les a eu beaucoup dans les jambes quand il était derrière moi. Et je l'ai vu faire des petits bonds. Il y a beaucoup de requins. Alors là, on ne les a pas mis dans ce film encore. Ils vont arriver bien. On les a à peine vus. Ils vont arriver. Mais on se retrouve souvent dans ces plongées avec des groupes de requins qui sont très très importants, qui sont curieux et évidemment qui ne sont pas du tout dangereux. Ils sont là pour bouffer, ils font leur job et leur course. Et ils sont autour de nous, on les observe, mais c'est assez impressionnant parce qu'il y a quand même pas mal d'espèces entre les bronze-whalers, les raggés, ce qu'on a vu, mais qui sont profonds. On a vu un peu de peau bleue aussi. Il y a beaucoup d'espèces de requins qui sont là et qui profitent de ce grand festin. Et il y a eu ces images que vous avez vues aussi lors du générique, qui ont été filmées par Armel et Steven, de ces requins pris dans ces filets. Ça, c'est des filets qui sont abandonnés, ce qu'on appelle des filets fantômes. Et quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu ce filet, c'était trop tard. Les requins étaient déjà asphyxiés, morts, et donc ils les ont relâchés et ils ont récupéré le filet à bord de notre bateau. Oui, moi je voudrais rendre hommage à tes deux, je sais pas comment dire, collaborateurs, à ces deux cadreurs que je connais très bien. J'ai fait 16 épisodes dans Baleine sous Gravillon avec Steven sur les requins. Et Armel, peut-être aussi dire que c'est un autre spécialiste des requins. Ah oui, carrément. Lui, il pilote une association qui s'appelle Lord of Ocean et qui est engagée sur la protection. Je ne sais pas où tu es, Armel, tu as le droit de parler après avec nous. Je sais que tu adores ça. Et sur la protection des requins. Avec 2 copains ou 3, ils ont passé 2 ans sur un bateau à aller filmer tous les grands requins partout dans le monde pour montrer qu'ils n'étaient pas dangereux. C'était aussi un film à cause
Quelles seraient les causes? Alors, on s'en doute que toi, tu tiens à défendre avec ce film. C'est pas juste du tourisme ce que tu nous proposes. Non, c'est pas du tourisme du tout. Non, c'est surtout pas du tourisme d'ailleurs. C'est simplement de dire voilà, moi, nous, toute l'équipe, ce qu'on vous prête, c'est un savoir-faire et c'est ces yeux qu'on a et cette chance qu'on a de savoir aller sous l'océan. Et si on ne montre pas ce boulot, si c'est pas apporté par des organisations comme l'UNESCO pour le faire voir, pour le présenter au plus grand nombre, on ne peut pas le savoir et on ne pourra pas le protéger. Donc on est un élément dans cette chaîne de protection et de conservation qui est entre la nature et les organisations, les ONG, les militants, les activistes. Et on leur met à disposition volontiers toutes ces images pour leurs actions militantes et de protection. On est un des acteurs de cette grande chaîne. Alors Gilles, j'aime te prendre au dépourvu, tu sais, tu commences à le savoir. Et ne t'inquiète pas, j'aimerais, on s'approche de la fin de notre entretien, j'aimerais que tu nous livres peut-être un mot sur ce festival de Montiers, qui est un festival à la gloire du vivant, simplement. Et ça fait longtemps que tu viens, tu connais très bien. Peut-être l'édition de cette année, peut-être cette dimension qui est donnée aux océans cette année grâce à Alexis. Merci Alexis. Tout à fait. Là, tu vois le duo. En fait, il est clair aujourd'hui que pour un scientifique, l'image est essentielle. Je fais des conférences scientifiques. 150 par an. Oui, à peu près. Ouais. Et c'est vrai que si on ne donne pas d'émotion, ça ne marche pas. L'autre jour, le président de région me disait, Gilles Boeuf, il ne fait pas des expositions de scientifiques. J'ai adoré ça. Et de l'émotion, l'image, quand on a vu ce qu'on a vu tout à l'heure, là, on est complètement émotionné. Tu as versé une larme en coulisses. Du film ou du cinéma ou bien de la photographie, c'est absolument essentiel. Donc, c'est très important. Tout à l'heure, on parlait effectivement du rôle de la science et la photo. Les scientifiques utilisent beaucoup la photo. Avec nos amis que tu connais bien, avec toi aussi, on a découvert des trucs qu'on n'avait pas été capable de mettre en évidence. À l'inverse, on va leur susciter des interrogations en disant, si on a une image pour ça ou ça, c'est aussi génial. Mais il faut aller sur le tout petit aussi. Moi, je m'intéresse depuis la bactérie. Ça commence à ce niveau-là. Parce que si tout ça existe, c'est parce qu'il y a des bactéries dans le milieu. La sardine, on a essayé de l'élever avec des tout petits œufs. C'est pas très intéressant parce qu'il en reste encore. Donc, Montiers, c'est effectivement tout ça. C'est une cohabitation. Et ça fait longtemps qu'à Montiers, ils ont ce sens d'inviter de la science. Alors, je vais le crier une seule fois. La science n'est pas une opinion. Voilà. Et ça va servir beaucoup au monde scientifique et au monde réaliste. Écoutez, deux hommes politiques qui sont bourrés d'opinions. Il n'y a aucune base de quoi que ce soit là-dessus. Et c'est pour ça que je me plais à Montier-en-Der. Je fais le tour des stands, on me connaît un petit peu. Gilles, comment ça va et tout, viens avec moi. On me montre des images, mais ahurissantes. J'ai même des images d'eau douce aujourd'hui, mais époustouflantes aussi. Et ça, c'est très fort. Et puis moi, j'apporte aussi souvent des idées intéressantes pour qu'on avance là-dessus. Et Montier sait bien faire ça. Si tu me permets, j'aurais bien aimé dire un mot sur l'esturgeon quand même, en train de disparaître chez nous. Mais un petit mot, Nous avons en France une espèce, l'esturgeon européen. Alors j'attends qu'on fasse des images avec toi. Acipacer sturio. Il a disparu des îles britanniques, disparu de Scandinavie. Il n'en reste plus que dans 2 rivières au monde, la Dordogne et la Vézère, et puis la Gironde et la Garonne. Il part dans l'indifférence générale. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il est trop il coûte trop cher. Ces poissons n'étaient pas pêchés en France. Les vieux habitants de l'estuaire de la Gironde me disaient, ceux qui sont encore là, on jetait le caviar aux poules. Et puis quand la Russie n'a plus été capable de fournir ce caviar aux riches parisiens, mais ils se sont dit, on a du caviar dans la région de la Gironde. On a mis le caviar français dans des boîtes en cyrillique. J'ai trouvé des carnets de pêche en Méditerranée chez moi à Banyuls. On pêchait des esturgeons en 1958. Et bien il s'en va. Vous savez pourquoi ? Parce qu'une femelle de 500 kilos, il n'y en a plus maintenant, qu'on pêchait dans les 44-45, 2 ovaires de 50 kilos, 100 kilos de caviar à 3300 € le kilo, voilà. Il lui met détruit ce qui vaut quelque chose dans sa frénésie à faire de l'argent. Donc c'est un peu... Quand on a voulu restaurer les stocks avec les amis de l'IRSTEA, on a mis 2 ans avant d'attraper une femelle. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde, en France et dans le monde, il n'en reste pas 200. Ben voilà, une triste histoire qui est liée en fait à la cupidité de l'humanité. Puisque Gilles a placé presque tous ses amphialins, il manque la lose. Peut-être tu diras un mot tout à l'heure. Alexis, quelle est la question tout simplement que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas posée ? Je veux rebondir sur ce que tu as introduit tout à l'heure, ce que disait Gilles, c'est l'importance en fait entre nos liens avec toi et avec d'autres, mais notre travail de cinéma pour Steven ou pour Armel, mon travail de photographe ou de photojournaliste, il est forcément basé sur
ces faits ou sur cette connaissance qui est la science. Et le lien étroit entre nous, il est vraiment génial. C'est-à-dire que c'est véritablement une co-construction entre le savoir et l'émotion. Et ça, voilà, moi je te remercie à chaque fois d'être présent quand on a une question, qu'on a besoin de fabriquer une histoire, pour savoir est-ce que ce qu'on va raconter, c'est du pipeau, c'est des bobards, ou est-ce que ce sont des faits, ou en tout cas des choses avérées, et qu'on puisse les raconter sans raconter d'histoire, de mauvaises histoires. Oui, on a vu dans les crédits à la fin, il y avait Fabienne Delfour qui est la grande spécialiste des comportements des dauphins. Il y en avait, j'ai pas retenu tous les noms. Il y en a plusieurs, il y avait Laurienne, puis d'autres encore. Mais oui, il faut que ça soit encadré. Et à partir du moment où c'est encadré, c'est peu discutable, sauf si effectivement il y a une évolution de la science ou de la connaissance. Mais dans ce cas-là, on fera évoluer les histoires aussi. Bon, du coup, on se fait la lose ou pas? La lose européenne est en train de partir aussi. Et c'est vrai que la lamproie marine. C'est les deux moins connus. Hein. La lamproie et la lose, il n'y en a pas beaucoup qui savent qu'elle change de... Oui, bien sûr. Parce que la lamproie marine, elle vient en mer et elle remonte en rivière très loin aussi. Il faut quand même dire une chose assez fabuleuse, aussi fabuleuse que ce qu'on a vu. Il y a un saumon qui remonte 1000 km de la Loire pour se reproduire, qui va aller grandir au Canada. Il fait 17 000 km aller-retour. Il part et il revient. Hein. Il retrouve au mètre près la rivière là où il est né. C'est magique. Alors, qu'on appelle le homing, home, sweet home. On revient à la maison. Alors, on a des bribes d'informations sur une navigation à la fois générale, stellaire, très sensible aux changements magnétiques. Mais après, c'est la chimie. Et là, ça m'intéresse beaucoup de te poser la question. Qu'est-ce qui coordonne tout ça? Là, c'est de la chimie. La principale communication avec l'acoustique, c'est très vrai, c'est la chimie. La chimie a une image de marque catastrophique. C'est la chimie du pétrole, c'est des pesticides, mais c'est la clé de la communication dans le vivant. S'ils se reconnaissent, s'ils se trouvent une femelle à 100 km de distance, il faut quand même le faire. C'est grâce à des sons, mais beaucoup aussi à la chimie. En eau de mer, ça marche très bien. Donc c'est là qu'il faut faire des images, de l'enregistrement sonore, des odeurs, des goûts. Dans le milieu marin, ça marche de façon absolument fantastique. Et en relation avec vous tous, on fait des choses qui sont ahurissantes. Hein. Je termine sur des images du Costa Rica. En photo, la forêt n'a pas tellement changé. On a des sonogrammes sur 50 ans. Il reste des oiseaux, mais ils ne chantent plus. Vous voyez que ça, il faut qu'on regarde ça de très près. On peut lire une pollution aujourd'hui sur un enregistrement sonore. Et en mer, peut-être ça a été dit tout à l'heure, le capharnaüm total que l'humain déclenche par effectivement sa navigation et tout ce qu'il peut faire. Parce que le monde du silence, c'est du pipeau complet. Quand on nage... Ça, c'est vrai, ça n'existe pas. Écoutez Denorade manger les moules sur les éleveurs du Cap d'Agde, ils sont horrifiés. Ça fait un bruit pas possible. Donc tout ça, il faut le mettre en image, en son, en odeur. Et c'est là qu'on a de l'émerveillement sur ce qu'est ce monde vivant finalement. Le monde marin est absolument génial pour faire ça. Bon, Alexis, alors je te repose ma question. Quelle est la question que tu aurais aimé que je te pose, que je ne t'ai pas encore posée, ce que tu voudrais partager, in fine? Alors, la suite, c'est que ce travail, c'est un travail d'héritage, et que le but, c'est pouvoir le transmettre, en fait, de dire, voilà ce qu'on a, on va vous le donner, et que ce projet qu'on porte, que je porte avec toute l'équipe, c'est un projet de transmission. Et ce film, on vous l'offre à vous, et ce que je vous propose, c'est, dès que vous l'aurez dans les mains, c'est de l'offrir à d'autres, et que ce soit une chaîne sans fin. Moi, ce que je voudrais, c'est d'abord vous remercier tous d'être venus écouter ces histoires, nos histoires de science et d'océan. Et remercier le festival. Régis, merci à toi, à ton équipe de nous avoir accueillis, d'avoir porté ce festival autant d'années. Ça fait 27 ans. Moi, j'ai eu le plaisir de participer au deuxième. Me revoilà 27 ans après, même si j'ai eu quelques passages entre-temps. Et vous dire à tous que vous avez un rôle à jouer dans ce festival et dans ces actions locales. Ces actions locales, elles sont extrêmement importantes parce qu'elles ont un rôle éducatif, bien sûr parce que vous êtes là, mais parce que beaucoup de gens les fréquentent. Donc les aider à se développer, les aider à vivre ou à survivre, c'est essentiel. Et toutes les actions, même les toutes petites, c'est-à-dire participer en tant que bénévole, donner 3 francs 6 sous, c'est super important, c'est une association, et le soutien est essentiel pour tous et pour cette notion d'éducation et d'héritage. Donc ça, c'est important. La deuxième chose, merci à la Maïf pour avoir organisé cette soirée, parce que sans eux, il n'y avait pas de soirée comme celle-là. Donc merci à vous, et merci à tous nos partenaires qui permettent de créer ces histoires-là, et sans qui il n'y aurait strictement aucun documentaire ou aucun projet à ce niveau-là. Merci à tous.